Bonjour à toi, cher spectateur. La morsure de Romain de Saint-Blanquet, c'est un film qui m'intriguait surtout pour cette affiche que je trouvais particulièrement bien faite. Et après, c'était le mélange des genres en fait. J'avoue ne pas vraiment réussir à cerner ce qu'il voulait raconter au travers de Speech et au travers du fait qu'il allait convoquer le film à la fois de vampire, mais également le film d'adolescent au cœur des années 60. Enfin, en fait, tout ça semblait être un espèce de mix assez étonnant. Donc rien qu'avec ça, j'étais très titillé par la possibilité que pouvait être ce long métrage. Le résumé pour faire simple, Françoise vit dans une école privée où elle essaye de décrocher son bac sans forcément savoir quoi faire de son avenir. Un soir, elle est invitée avec sa meilleure amie Delphine à une soirée hors de l'internat. C'est une proposition de cinéma qui a ses maladresses, mais également de très nombreuses qualités et surtout une envie de cinéma qui, je trouve, est assez étonnante en fait pour le genre convoqué, mais au-delà du genre en fait pour les possibilités qu'offre le long métrage. C'est-à-dire que dès le début en fait on est un peu perturbé par la forme que Saint-Blanquet choisit de donner à son long métrage, parce que on sent qu'il n'a pas envie d'aller à fond dans le cinéma de genre, on sent qu'il n'a pas envie non plus d'aller à fond dans la chronique adolescente, on sent qu'il veut garder une espèce d'ombre un peu planante et d'esprit un peu opaque en fait sur l'ensemble du film, qui va lui donner une espèce d'atmosphère qui va le faire sortir du lot. Donc à partir de là, la proposition, moi je la trouve passionnante. Après, le rythme est un peu bizarre. On est sur un film qui fait 1h26, 1h27 et qui semble par moments un peu s'étirer, un peu trop s'étirer. Par moments, le film semble être un peu cliché ou alors un peu mielleux, enfin pas très maîtrisé de ce côté-là. Pour autant, on sent qu'il y a une vraie atmosphère, on sent qu'il y a une vraie ambiance, on sent que le cinéaste a envie de nous replonger dans cette période-là et en plus de jouer avec les codes d'un certain cinéma. Enfin, visuellement, j'ai eu l'impression de me retrouver à mi-chemin entre un espèce de drame romanesque anglais de cette période-là et du Dario Argento. C'est vous dire à quel point l'écart il est vraiment immense. Hein. Je veux dire, entre l'Angleterre et l'Italie, voilà, on se fait mal au rein à faire ça. Mais l'idée est là. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas maîtrisée, mais c'est bon de garder en tête que c'est un premier long métrage. Donc quand on a ça en tête, on se dit que c'est une idée, qu'elle est emmenée au bout, et qu'elle est tout de même très intéressante. Il n'est pas toujours simple de se dire que l'on va essayer de mélanger des références cinématographiques que l'on a et que l'on maîtrise, pour essayer d'offrir au spectateur quelque chose de surprenant, de différent, voire même de novateur si on essaye de pousser le vice de création un peu plus loin. Pour sa première réalisation longue, Romain de Saint-Blanquet nous offre un film par moments maladroit, par moments hésitant, par moments peu juste dans sa logique de composition et son mélange des genres, mais au cœur de ces maladresses, il y a une vraie envie d'offrir au spectateur un cinéma différent qui cherche à jouer avec nos attentes pour aller un peu plus loin, quitte à sonner faux. En termes d'écriture, Romain de Saint-Blanquet, alors il convoque énormément de choses, je trouve, dans son écriture, que ce soit l'émancipation adolescente de cette période-là, que ce soit l'envie de découvrir son corps, que ce soit aussi l'envie de découvrir ses sentiments de manière plus globale. C'est un film qui parle aussi très bien, je trouve, de dépression. C'est un film qui semble complètement obnubilé par cette idée que notre héroïne est peut-être pas non plus au bord du suicide, mais en tout cas en pleine remise en cause personnelle et acceptant une certaine fatalité à cause de ses visions. Cette idée-là est emmenée dans la meilleure direction possible, puisque vraiment l'héroïne a un très beau parcours de personnage, et je trouve que de manière globale, si on regarde toute son évolution au fur et à mesure que la dramaturgie avance, je trouve qu'elle a une vraie puissance dramatique, et là-dessus ça fonctionne bien. Après, les personnages secondaires en fait sont pas hyper maîtrisés. Moi, c'est le seul point qui me dérange vraiment. On a la sensation en fait qu'ils sont là, qu'ils sont supposés avoir un véhicule dramatique très intéressant, ou en tout cas qui est supposé être profond, et on sait pas pourquoi, c'est souvent un peu évasif. Alors certes, ça permet de rester très énigmatique sur les intentions du réalisateur et surtout sur les intentions de genre qui sont convoquées. C'est-à-dire qu'on est perdu et les trois quarts du temps on se demande si soit les persos sont pas mythomanes, soit s'ils racontent pas des bêtises, soit s'ils se font pas carrément des films dans leur tête. Idée intéressante, mais par moments c'est un petit peu trop nébuleux et du coup en tant que spectateur on se demande vraiment s'ils sont là uniquement en tant que fonction dramatique ou s'ils sont supposés avoir leur propre parcours. Et ça c'est typiquement des défauts qu'on retrouve dans les premiers scénarios, c'est-à-dire que on voit qu'il y a l'envie, on voit qu'il y a la passion, mais on se dit par moments que ces personnages, aussi intéressants soient-ils, ne sont que des personnages et n'ont pas de profondeur plus que cela développée, et fait que en tant que spectateur on regarde ça, on se dit oh c'est intéressant, mais pas grand chose de plus. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Saint-Blanquet. C'est que, de manière globale, son scénario, il est bien,
mais on sent qu'il manque de profondeur, de justesse et surtout d'équilibre par rapport à ce qu'il veut vraiment véhiculer. De la globalité de cette dramaturgie et de ce parcours, Saint Blanca cherche à tirer une essence dramatique se basant tout aussi bien autour de la fatalité du destin de cette héroïne qu'elle a choisi de s'autoproclamer, que dans cette idée que ce sont les rencontres qui font progresser un personnage de cinéma. Si l'on peut ressentir la maladresse d'écriture au niveau des protagonistes secondaires, il est indéniable que malgré tout, il donne une portée particulière à l'aventure de Françoise, qui devient une femme cherchant à affronter le destin plutôt qu'une jeune fille se laissant porter par la fatalité de celui-ci et qu'elle ne voit que par le prisme d'une tristesse qui aurait pu limiter son personnage. En termes de mise en scène, Romain de Saint-Blanquet a une mise en scène très marquée. C'est-à-dire que déjà, il y a ce format qui va tout de suite convoquer un certain cinéma parce que dans les années 60, on tournait beaucoup en 1.66. Donc à partir de là, le film a graphiquement quelque chose d'ancré dans cette période-là. Il y a ce grain, il y a cette esthétique, il y a ce jeu autour des décors. Tout ça, ça participe vraiment à un très beau travail d'ambiance. Et je trouve que là-dessus, le cinéaste, il s'est vraiment dit, allons-y à fond, proposons quelque chose au spectateur qui le fasse limite voyager dans le temps. Mon petit défaut étant que par moment, le film fait très franco-français. C'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment le cinéma de genre vu par un Français de manière hyper classique qui s'est dit « je vais convoquer certains modèles qui vont être très convenus dans le genre ». Et voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'était le Vourdalac par exemple. Le Vourdalac, c'était un film de genre qui sonnait par moments comme très franco-français. Et La Morsure a un peu ce même défaut-là. Pour autant, je trouve que La Morsure est plus prenant parce qu'il a un côté plus adolescent, plus jovial, plus prenant, plus délicat, qui fait que du coup, on se laisse mieux embarquer dans ce type de récit. Après, ça manque de punch, comme je l'évoquais par moments. C'est un film qui semble un petit peu se reposer uniquement sur des dialogues, et par moments des dialogues un poil à rallonge. Je trouve notamment que les 20-25 dernières minutes, c'est un peu que du blabla et pas grand chose de plus. Et hormis les 10 dernières minutes qui sont vraiment bien punchy, ben on se laisse un petit peu balader comme ça. Et c'est un petit peu dommage parce que vraiment je pense foncièrement que c'est le type de film où certes c'est un premier long métrage donc il y a plein de défauts, mais où c'est tellement bourré de qualité que ça pourrait être vraiment un film où on se dirait c'est super prometteur, c'est super prenant. Et voilà, il y a cet enfermement dans une espèce d'idée préconçue du cinéma français qui certes va également convoquer des références comme je l'évoquais au début, mais manque de subtilité en fait, c'est juste ça. Comme évoqué donc avant, Saint Blanca a des références, s'amuse tout aussi bien à les convoquer de manière frontale, avec des plans parfois à la limite de la copie, mais aussi en cherchant à les amener de manière plus subtile, au cœur d'un visuel apportant un vrai cachet à l'ensemble de son métrage. Cela reste un premier film, donc comme j'ai pu le dire avant, il est bourré de petites maladresses, de répétitions, comme les scènes de danse, souvent un peu trop longues, ou d'instants de flottement pas forcément utiles, la scène avec les motards par exemple. Mais au fond, le jeune metteur en scène cherche à questionner le genre qu'il convoque, donc même si parfois cela est maladroit, cela reste intéressant à suivre. En termes de casting, alors il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais dans la globalité, je les trouve plutôt bien. Je trouve qu'ils sont équilibrés. Lily Grasmug, par exemple, actrice que j'aime beaucoup, qui est souvent présente dans les seconds rôles, ici, campe très très bien son personnage. Fred Blin, également très bon dans le rôle de Maurice. Cyril Metzgerg, bien, plus en retrait, mais bien aussi. Maxime Roard, gros coup de cœur. Je trouve que Maxime Roard a une présence à l'écran. A une gueule un peu à la Tom Holland, on va pas se mentir. Et je trouve que lorsqu'il est là, il arrive plutôt bien à capter la caméra. Et je trouve vraiment que ça fait qu'il ressort du lot au niveau des acteurs secondaires. Après, il y a l'actrice principale, qui je trouve a des petites hésitations. Mais dans la globalité, j'ai trouvé très prenante, très investie par le personnage. Et vraiment, je me suis laissé embarquer dans le film, en grande partie grâce à elle. Léonida en La Mort est assez impressionnante dans le rôle-titre, car si l'on ressent tout de même un petit manque d'équilibre sur tout le film, sa performance à l'écran, physique et gestuelle, donne tout de même de la force à son personnage. Au bout du compte, La Morsure, c'est un premier film. Ça crève les yeux, ça se ressent quasiment toutes les 2 secondes, mais c'est un premier film très prometteur. Je trouve que le cinéaste a vraiment envie de nous embarquer dans une certaine idée du cinéma qu'il se fait, et là-dessus, ça fonctionne bien. Après, c'est bourré de maladresse, de rythme, d'écriture, de mise en scène. C'est un film qui est hyper passionné en termes de cinéma, qui est passionnant en termes de forme dramatique, mais qui manque de justesse et d'équilibre en termes de structure globale. Mais La Morsure de Romain de Saint-Blanquet, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que vous allez passer un moment de cinéma surprenant et peut-être que vous allez être complètement embarqué par cette proposition de cinéma assez détonnante. A plus!